ça se rapportera un peu au Mondol, mais aussi de manière plus générale à l'ensemble du secteur. Bon, il y a 4 choses, soit que je n'ai pas entendues, soit que je voudrais éventuellement compléter. Première chose, d'abord, bon, aujourd'hui on est dans une démarche collective. C'est important le collectif, parce que vous n'êtes pas dans les Trois-Vallées, vous n'êtes pas le plus grand domaine skiable de France ou des Pyrénées. Vous n'êtes pas des garanties neige comme certaines stations qui sont pour l'altitude. Et ce qui peut vous sauver, c'est le collectif. Voilà. Et la notion du service. Voilà. Je rejoins d'ailleurs ce que disait Pierre tout à l'heure sur le fait que le Wi-Fi soit pas accessible, que j'ai pu vérifier tout au long de l'après-midi. Pour moi, c'est pas normal. Voilà, d'ailleurs, c'est d'ailleurs une anomalie française beaucoup plus générale. C'est que quand on se balade en montagne, on n'a pas accès à sa messagerie, à son téléphone, etc. Je vais en Espagne, absolument partout ça passe. Je vais en Andorre, absolument partout ça passe, avec des qualités de connexion invraisemblablement supérieures à ce qu'on voulait en France. Donc ça c'est quand même un grand mystère, c'est pas à résoudre. Pourquoi est-ce que ça passe ailleurs, il n'est pas chez nous? Mais voilà, donc cette notion de service et cette notion d'état d'esprit collectif, ça va vous guider. Donc, et je pense que ce genre de démarche, bon, là c'est une journée, c'est pas très long comme le temps de réflexion collective, pourrait être prolongé au niveau de la station, mettant en place une gouvernance, en tout cas une équipe qui associe à la fois les institutionnels, mais il ne faut pas que les institutionnels soient prépondérants dans le courrier, parce que c'est quand même une activité de prestation qui repose quand même sur les professionnels. Il faut aussi qu'il y ait les tous les socioprofessionnels de la station qui puissent être associés, parce que, voilà, et que vous puissiez créer un esprit de coopération et d'émulation entre eux, parce que sinon, voilà, enfin, vous allez perdre par rapport à tout ce que vous pouvez éventuellement gagner. Et moi, je le vois bien à l'échelle des Pyrénées. Vous savez, il y a des vallées où on voit que le collectif fonctionne, il y en a d'autres où on voit que ça ne fonctionne pas du tout. Et je peux vous dire que c'est beaucoup plus agréable, pour moi, de travailler les gens où ça fonctionne bien, et deux, là où ça ne fonctionne pas très bien, moi, je m'inquiète effectivement de ce qui peut se passer dans les 10 ans, dans les 20 ans, parce que, voilà, quand pour reprendre le terme de la mêlée, les gens ne poussent pas dans le même sens, ça crée évidemment plus de facteurs d'échec que de succès. Deuxième point, là, je voudrais remettre un peu en question quand même cette histoire des ratios entre 1 euro qui en rapporte 6 ou 7. Ça, c'est... enfin, bon, arrêtons, entre Pyrénéens ou entre montagnards français, de nous raconter des histoires là-dessus. On a une caractéristique en France, c'est que 90% du parc touristique d'hébergement, c'est la résidence secondaire. Bon, c'est absolument pas le cas en Espagne, en Andorre, chez nos voisins, c'est absolument pas le cas en Italie, en Autriche, en Suisse, etc. Donc, lorsque quelqu'un vient dans la station et paye un hébergement, cet hébergement, ce revenu, cette recette, elle ne reste pas sur le territoire, elle alimente un compte qui est à Toulouse, qui est à Carcassonne, du propriétaire qui réside là-bas et qui ne réside pas sur le territoire. Moi, je suis un peu navré de la faiblesse structurelle de l'hébergement touristique dans les Pyrénées et dans la montagne française de manière générale, parce qu'on a fait reposer ce modèle sur de l'hébergement non professionnel. Je dis souvent, on a inventé l'économie ubérisée 50 ans des Américains, et je ne sais pas comment ce modèle il peut tenir dans les années qui viennent. Le seul endroit dans les Pyrénées où ça se passe de manière assez différente, c'est le Pays Basque. Là, vous avez des systèmes de transmission intergénérationnelle, vous avez des professionnels et vous avez des hébergements qui sont d'une qualité très sensiblement supérieure à ce qui existe ailleurs, et un poids de la résidence secondaire dans l'offre touristique de lits qui est très inférieure. Donc vous voyez, il y a des territoires, c'est 90-10, c'est-à-dire 90% de résidence secondaire et 10% du professionnel, et dans les Alpes c'est pareil, même dans les grandes stations. Hein. Et il y a des territoires où les proportions sont inversées. Je vous assure qu'en termes de dynamique territoriale, de force territoriale, c'est pas exactement les mêmes ressources sur lesquelles on peut s'appuyer. Et alors, ça m'amène au troisième point, c'est-à-dire que le problème aujourd'hui, c'est pas simplement d'attirer les touristes, ou d'attirer les jeunes, parce que tout le monde dit qu'il faut attirer les jeunes ne viennent plus à que ce soit d'ailleurs en été ou en hiver. Moi, je n'ai jamais vu à l'été et l'hiver, on a des problèmes à la fois sur les deux saisons, on ne sauvera pas l'hiver avec l'été, ni l'inverse. Et aujourd'hui, on a besoin de faire venir les touristes, mais on a besoin aussi de faire venir ceux qui vont faire venir les touristes, c'est-à-dire d'attirer demain des professionnels qui vont régénérer les modèles, régénérer les formes d'accueil, l'hébergement,
voilà. Est-ce que le thermalisme pourra durer encore très longtemps s'il n'y a aucun médecin qui veut s'installer en montagne? La réponse est non, il n'y aura plus de cure demain dans les Pyrénées. Est-ce que le tourisme peut continuer s'il n'y a pas des jeunes qui viennent créer de l'hébergement sous des formes nouvelles, innovantes, créatives, dans des lieux qui seront éventuellement différents? Moi je sais très bien que dans le domaine du tourisme, on ne fera pas uniquement l'hébergement ou l'accueil de demain en rajeunissant ce qui a été conçu, créé il y a 40 ou 50 ans, simplement parce que les pratiques des clientèles changent, les représentations des publics changent, donc les gens ont envie de vivre d'autres expériences que celles que vivaient leurs parents ou leurs grands-parents, et aujourd'hui, pour moi, le territoire, d'ailleurs c'est pas seulement la station du Mont, c'est l'ensemble du Pays d'Aulne, il faut aussi que ce territoire trouve les ressources demain pour que des nouveaux hébergeurs viennent s'installer, que ce soit à Montferrier, que ce soit à Montségur, que ce soit à Villeneuve ou La Vladée ou encore plus loin, et que, parce que demain, si vous voulez effectivement créer du séjour et créer un renouvellement de votre fréquentation, vous aurez besoin d'avoir un parc de lits beaucoup plus diversifié que ce qu'il est aujourd'hui, et votre parc de lits demain, ce ne sera pas uniquement le parc actuel, éventuellement rénové, avec toutes les difficultés que l'on connaît en matière de rénovation, parce que on parle beaucoup des expériences alpines, à Finiski, NP, j'en parlais avec Jean-Henri Mir à la partie avant la réunion. Pour l'instant, on arrive sur des démarches de rénovation de lits dans les stations à des résultats qui se comptent sur les doigts d'une main, par dizaines de lits ou de logements. Donc on n'est pas dans des phénomènes massifs de rénovation, de régénération de l'hébergement touristique. Donc voilà, donc, tout ça pour dire que si on veut, moi la question que je me pose toujours, c'est dans quel lit dormiront demain les gens qui viendront dans les stations. Voilà. C'est pas forcément dans les lits actuels. Je crois que c'est Bruno Farigno qui a rappelé tout à l'heure que les propriétaires aujourd'hui étaient âgés, avaient souvent hérité de biens, où on était dans des mécanismes de transmission qui faisaient qu'ils n'avaient pas le même engagement que ce qu'avaient eu leurs parents ou les propriétaires précédents. Donc dans quel lit dormiront les lendemain? Ce ne sont pas uniquement les lits existants éventuellement rénovés par les repreneurs, parce que les repreneurs ne sont pas forcément très engagés dans des dynamiques de modernisation. D'ailleurs, en discutant avec la société NP là, qui travaille à l'échelle des Pyrénées, ils ont essayé de monter les produits clés en main de rénovation pour des montants significatifs mais pas exorbitants, c'est-à-dire du genre 30 ou 40 000 euros, en essayant d'apporter toutes les facilités à des propriétaires en termes techniques, en termes d'avantages fiscaux, en termes de relations avec les entreprises, de manière à ce que le propriétaire soit complètement, son travail de rénovation s'en trouve complètement facilité. Ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup de difficultés à passer à l'acte au-delà de quelques propriétaires, qui se comptent souvent sur les doigts d'une ou deux mains, d'une station. Et donc aujourd'hui, ils sont dans une dynamique plus de ce qu'ils appellent l'home staging, c'est-à-dire de rafistoler un peu les appartements pour les rendre rentables et sur des niveaux d'investissement de la part des propriétaires qui sont plutôt de 5 000 à 10 000 euros que de 30 000 euros. Et donc toute la difficulté qu'on a aujourd'hui sur cette question de lits, vous y êtes déjà très sensibilisés, etc. Et ça va être vraiment le mur, la muraille à franchir demain pour nous tous, hein, pour ceux qui vivent en montagne, si on veut que demain on continue à trouver effectivement un parc d'hébergement qui correspond aux demandes de demain. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. En tout cas, moi je me félicite de cette assemblée nombreuse, avec des compétences extrêmement diverses. J'ai trouvé ça intéressant parce que finalement, votre exercice, ça fait sortir plein d'idées. Ça oblige, j'en discutais avec le maire de Montferrier, effectivement, derrière à travailler à beaucoup d'actions. Et donc ça va quand même être une difficulté pour l'avenir, mais en même temps c'est excitant parce que voilà, il y a une mobilisation qui est générale et quand on a besoin de se mobiliser et quand on est confronté à une nécessité, on travaille. Voilà, merci à tous.